Bonjour les élèves de la première année sciences maths et de la première année sciences ex. Dans cette séance, elle sera consacrée à la résolution de deux exercices, un qui concerne la rotation d'un corps solide et le deuxième exercice qui concerne le travail d'une force constante pour la préparation au premier devoir. Donc exercice 1 qui concerne la rotation d'un corps solide. L'hélice d'un avion de tourisme de type DR400 possède une hélice bipale de 1,83 m de diamètre. À pleine puissance du moteur, cette hélice tourne à 2700 tours par minute. Première question, déterminer la vitesse angulaire de cette hélice. Voilà, donc, petite 1, détermination de la vitesse angulaire. On sait que, d'après la définition, oméga est égal à delta θ sur delta t. Donc, d'après l'exercice, cette hélice tourne à 2700 tours par seconde. Donc, je remplace le delta θ par 2πn sur delta t, c'est-à-dire est égal à 2π fois le nombre de tours, qui est égal à 2700, divisé par une minute. Or, une minute est égale à 60 secondes. Donc, c'est en effet, on fait cette application numérique. Je peux simplifier le 0 avec le 0. Je trouve qu'il est égal à 90 pi radians par seconde, qui est égal à 282,6 radians par seconde. Après, on passera à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, la détermination de la période et de la fréquence f. Donc, pour la deuxième question, la période grand T. D'après toujours la définition, on sait que T est égal à 2π sur oméga. Or, oméga est égal à 90 pi, c'est-à-dire est égal à 2π sur 90 pi. Je peux simplifier pi avec pi. Je trouve que t est égal à 0,02 secondes ou bien 22 secondes. C'est 0,022 secondes. Après, on passera à la fréquence. Or, la fréquence est égale à l'inverse de la période. On sait que f est égal à 1 sur t, c'est-à-dire est égal à oméga sur 2π. Or, oméga est égal à 90 pi sur 2π. Donc, elle sera égale à 90 sur 2, qui est égal à 45 Hz. On passera maintenant à la troisième question. Donc, pour cette troisième question, calculer la vitesse de l'extrémité de la pale, c'est-à-dire l'extrémité de la pale. On va calculer cette vitesse. Donc, la vitesse de l'extrémité de la pale, d'une pale,
On sait que la relation qui existe entre la vitesse linéaire et la vitesse angulaire. Voilà, donc on sait que V est égal, V est égal à R oméga, qui est égal, puisqu'on a ici dans les données un diamètre, qui est égal à D sur 2 fois oméga. Or, on a, bon, d'après les données, le diamètre D est égal à 1,83 divisé par 2, multiplié par la valeur de oméga qu'on a trouvé, qui est égale à 282,6. Si on fait cette application numérique, on trouve que la vitesse est égale à 258,58 mètres par seconde. Puis on passera à la quatrième question. Donc dans cette quatrième question, écrire l'équation horaire θ de t du mouvement de l'hélice autour de delta, de l'axe de rotation. On prend à l'instant t est égal à 0, θ0 est égal à pi sur 6. Donc le mouvement de l'hélice est un mouvement de rotation uniforme. Le mouvement de l'hélice est un mouvement de rotation uniforme d'équation horaire, θ de t est égal à oméga t plus le θ0. Donc cela implique, c'est-à-dire je remplace le oméga par sa valeur et le θ0 par sa valeur. Donc qui est égal, cela implique que θ de t est égal à 90 pi t plus θ0 qui est égal à pi sur 6, qui est égal, si je remplace, donc cela implique que θ de t est égal à 282,6 t plus pi sur 6, qui est à peu près égal à 0,52. Donc voilà, c'est l'expression de θ de t. Après, on sait qu'il y a une relation entre le θ de t et l'abscisse curviligne S de t. On sait que S de t est égal à R fois θ de t. Dans notre cas, on a le diamètre, c'est-à-dire est égal à D sur 2 fois θ de t. Or, le θ de t est égal à oméga t plus θ0, qui est égal à D sur 2 oméga t plus D sur 2 fois θ0, qui est égal. Donc cette expression, R fois oméga, n'est que la vitesse linéaire, qui est égale à Vt. D sur 2 fois θ0 est égal à S0 plus S0. C'est ça l'expression de l'abscisse curviligne. Puis je remplace maintenant par les valeurs. Donc cela implique que S de t est égal, on a déjà calculé la valeur de la vitesse, c'est-à-dire est égal à 258,58 t plus d sur 2 fois θ0, c'est-à-dire plus 1,83 sur 2 multiplié
par 0,52. Donc, on trouve que cela implique, si je fais cette application numérique, je trouve que S de t est égal à 258,58 t plus 0,48 avec le mètre comme unité. Donc maintenant, on passera au deuxième exercice. Donc on passera à cet exercice qui concerne le travail et la puissance. Voilà, donc on a un mobile de masse M qui est égal à 200 grammes, considéré comme ponctuel, se déplace le long d'une glissière A, B, C et D, située dans un plan vertical. La piste A, B, C, D comprend trois parties. Une partie AB, voilà, la partie AB, c'est un arc de cercle. AB de rayon R est égal à 50 cm, tel que cet angle alpha 1 est égal à 45 degrés. Une partie BC rectiligne de longueur L inclinée d'un angle alpha 2 est égal à 30 degrés par rapport à l'horizontale, voir la figure C contre. Onde G est égal à 10 newtons par kilogramme. HG, cette distance HG est égale à 1,4 mètres. Une partie CD qui est rectiligne et horizontale. Donc pour la première question, on va calculer le travail du poids P pour chacune des déplacements. Pour le déplacement CD, pour le déplacement AB, puis pour le déplacement BC. Donc tout d'abord, on va calculer le travail pour le déplacement CD. Donc calculons le travail de P. Donc, premièrement, je calcule le travail de P pour un déplacement de C fois D. Donc, le travail est égal à mg, expression qui est démontrée en cours est égal à moins mg delta z, est égal à moins mg delta z, que je peux la prendre est égal à mg h. Avec h, la différence d'altitude entre le point C, entre ce point-là et ce point-là. Donc là, la différence d'altitude entre ces deux points comme vous voyez, et si je prends cet axe Z, ZC, et ici ZD, c'est-à-dire que ZC est égal à ZD. Donc le corps, lorsque le mobile se trouve entre C et D, la différence d'altitude, c'est-à-dire le H est égal à 0, donc le travail, elle est nulle. Donc est égal à 0, puisque H qui est égal à la différence d'altitude entre C et D. Maintenant, je passe au travail de P lors de déplacement du mobile entre A et B. Donc, qui est égal à MGH, toujours après la définition, est égal à M, d'après le graphe, est égal à MGH1. Parce que la différence d'altitude qui existe, voilà, l'axe OZ, l'altitude du point A qui est égal à ZA, l'altitude du point B qui est égal à ZB. Et ici est égal à H1. Donc est égal à MGH1. MGH1. Donc maintenant, on va déterminer le H1 graphiquement.
Donc, d'après ce schéma, si je prends ce triangle rectangle, si je mets le sinus de alpha 1, est égal au côté opposé qui est égal à H1 sur l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse n'est que petite r. Donc, sur petite r. Donc, H1 est égal à R sinus alpha 1. Donc, est égal à mg petite r sinus alpha 1. Le corps, elle descend, c'est-à-dire que le travail sera un travail moteur. Donc, voilà, je fais l'application numérique. Donc, le M est égal à 200 pour la masse petite m est égal à 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kg. Pour le G est égal à 10. Pour le rayon petite r est égal, d'après les données, je cherche la valeur de petite r. Donc le rayon petite r, voilà, est égal à 50 cm, c'est-à-dire est égal à 0,5 fois 0,5 mètres. Le sinus de alpha 1, le alpha 1 est égal à 45 degrés, c'est-à-dire sinus de 45 degrés. Si je fais l'application numérique, je trouve que cette valeur est à peu près égale à 0,71 joules. Après, je passe du calcul de travail de P lorsqu'il se déplace de C vers B. Donc, toujours est égal, d'après le schéma, est égal à mg. Et je cherche la différence d'altitude. Voilà, la différence d'altitude entre le point C et le point B. Voilà la différence d'altitude, c'est ZB. Et ici, on a Z, c'est-à-dire est égal à H2, puisque le corps, il descend, on a un travail qui est moteur. Donc, est égal à mg H2. Est égal à mg H2. D'après les données, on a le H2 est égal, voilà, d'après les données, on a H2, cette altitude H2 est égal à Hg moins H1. Voilà, H2 est égal à Hg moins H1. Donc, je remplace H2 par Hg moins H1. Donc, est égal à mg en facteur de Hg moins l'altitude H1. Puis je fais l'application numérique, je remplace la masse est égale à 200 grammes, c'est-à-dire 0,2, G est égal à 10. La valeur de Hg, elle est donnée par 1,4 mètres, moins le H1 qui est égal à 0,71, elle est déjà calculée. Donc, si je fais l'application numérique, je trouve que ce travail est égal à 1,38 jours. Ok, donc on passera à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, sur le plan, sur la piste BC, le mobile est soumis à des forces de frottement représentées par petit f, parallèles aux plans inclinés, de sens contraire au déplacement et d'intensité petit f. Aussi, la vitesse du mobile demeure constante et égale à 5 mètres par seconde. En appliquant le principe d'inertie, déterminer la valeur de f et celle de la réaction R du plan sur BC. Donc, pour le principe d'inertie, il nous indique que si un corps est isolé ou bien pseudo-isolé, isolé c'est-à-dire n'est soumis
a aucune force, a aucune action, ou pseudo-isolé, c'est-à-dire il est soumis à des actions, mais la somme de ces actions, c'est-à-dire la somme de ces forces, est égale à 0. Si ce corps est en mouvement, son mouvement est rectiligne uniforme, et s'il est au repos, il reste au repos. Dans l'autre cas, on a que ce mobile se déplace à vitesse constante, c'est-à-dire que son mouvement est rectiligne uniforme. Donc pour appliquer le premier principe, on va faire toujours la méthode dans notre étude, c'est-à-dire on va préciser le système étudié, donc petit 2. On a comme système étudié le mobile de masse M, donc système étudié mobile de masse petit m. Les forces appliquées, c'est-à-dire le bilan de force, les forces appliquées, donc on a GP, son poids, le point d'application du poids, GP, son poids. On a TF minuscule, c'est la force de frottement, qui seront équivalentes à la force F, force de frottement. Puis TRN, c'est la réaction normale du plan sur le mobile. Réaction normale du plan sur le mobile. Donc, d'après le principe d'inertie, ce corps est pseudo-isolé, c'est-à-dire on aura P plus petit f plus Rn est égal au vecteur nul. Donc je représente sur le schéma toutes ces forces-là, c'est-à-dire on a ici le G, le point G, donc ici là on a la représentation du poids P, c'est le centre d'inertie petite g. Ici, on a les forces de frottement. Voilà, c'est le point T, la force de frottement. Voilà, je répète ici. Voilà, ici, on a le poids P. On a la force de frottement. C'est le petit f. Et voilà, ici, perpendiculairement, avec l'axe, on a le Rn. Donc ici le point T et ici le point d'application de G. Voilà, donc on a les trois forces, on a représenté les trois forces, P, Rn et F. Petit f, elle est opposée au mouvement. C'est-à-dire elle s'oppose au mouvement. Voilà, donc on a le P plus F plus Rn est égal à 0. Donc je fais la projection. Cette relation, je la nomme 1. Donc je fais la projection de 1. Projection de 1 selon l'axe OX. Donc
cette projection aura CPX plus petite fx plus Rnx est égal à 0. Je fais toujours la projection pour enlever les vecteurs. Donc, je reviens pour Px, c'est la projection de P selon l'axe OX. Donc, selon cet axe-là, voilà. Si je fais la projection de P, voilà la projection de P, elle est perpendiculaire. C'est ça Px. Donc, cet angle alpha 2, je le trouve ici. Donc, pour trouver le Px, je fais sinus de alpha 2, et sera égal à Px sur l'hypoténuse qui est P. Donc, d'après le schéma, on a sinus de alpha 2 est égal à Px sur l'hypoténuse P. Cela implique que Px sera égal à P sinus alpha 2. Donc maintenant je trouve Px. Donc je peux remplacer le Px par son expression qui est égale à P sinus alpha 2. Fx, c'est la projection de petite f. Donc si je fais la projection de petite f, comme vous voyez, donc la projection de petite f, elle est parallèle à l'axe, collinaire avec l'axe, mais elle a un sens opposé, c'est-à-dire sa projection est égale à moins petite f. Voilà, donc moins petite f. Puis je fais la projection de Rn selon l'axe OX. Donc si je fais la projection de Rn selon l'axe OX, donc Rn il est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection elle sera égale à 0. Donc sa projection est égale à 0. Donc cette somme est égale à 0. Donc moi je cherche le petit f, donc cela implique que petite f elle sera égale à mg sinus alpha 2 et je fais l'application numérique. Donc on a le m qui est égal à 0,2, g et les données est égal à 10 fois sinus de alpha 2, c'est-à-dire sinus de 30 degrés. Sinus de 30 degrés. Donc si je fais l'application numérique, je trouve que f est égal à 1 newton. Donc cela implique que le petit f est égal à 1 newton. C'est ça la valeur de petit n. Après, dans la question, je cherche la valeur de R. Donc d'après les questions qu'on a, voilà, déterminer petit f. On applique le principe d'inertie, déterminer la valeur de petit f et celle de R du plan sur BC. Donc le R, c'est l'action, puisqu'on a frottement, le R sera, je la détermine, voilà le R, le grand R, c'est l'action du plan, c'est ça le grand R. Donc le grand R, la norme de grand R, d'après Pythagore, est égale à Rn au carré, c'est-à-dire est égale à cette expression au carré, plus celle-ci au carré. C'est-à-dire que R au carré, d'après Pythagore, il sera égal à la norme de Rn au carré, plus la norme de petit f au carré. Donc tout d'abord, il faut déterminer l'expression de Rn. Donc pour déterminer l'expression de Rn, voilà, c'est-à-dire je fais, voilà, le Rn, pour déterminer le Rn, je fais la projection de la première relation selon l'axe OY. C'est-à-dire je fais toujours la projection de la relation du principe d'inertie. C'est-à-dire c'est la projection de 1 selon l'axe
OY. Donc, projection de 1 sur OY. Donc, il va nous donner PY, c'est la projection de P plus selon l'axe de OY, plus FY, plus RNY est égal à 0. Donc, la projection selon l'axe PY. Voilà, donc voilà, c'est l'axe des Y. Voilà la projection de PY, c'est celle-ci. Cet angle, je le trouve ici. Donc, c'est-à-dire, je fais le cosinus de alpha 2. Donc, cosinus de alpha 2, donc en faisant la projection, donc toujours d'après le schéma, on aura cosinus de alpha 2 est égal moins PY sur P. Je la montre une autre fois. Voilà. Cet angle-là est égal à celle-ci. Donc, le cosinus de cet angle est égal à la projection de P. Voilà la projection de P, c'est PY. Est égal à PY sur l'hypoténuse qui est égal à P. Le signe moins, parce que ce sens-là, il est opposé au sens de l'axe des Y. Donc, est égal, cosinus de alpha 2 est égal PY sur P. C'est-à-dire que PY est égal à moins P cosinus alpha 2. Je fais la projection de petit f selon l'axe OY. Donc, la projection de petit f selon l'axe OY. Voilà, on a le petit f qui est perpendiculaire à l'axe OY. Donc, sa projection est égale à 0. Il reste à donner la projection de Rn selon l'axe OY. Comme vous voyez, Rn, elle a le même sens et elle est portée par l'axe OY, c'est-à-dire la projection de Rn est égale à Rn. Rny est égal à Rn. Donc, la projection de petit Fy est égale à 0 plus Rn. Donc, cela implique que Rn est égal à mg cosinus alpha 2. Voilà, donc je fais l'application numérique pour trouver cette valeur. Application numérique, Rn sera égal à 0,2 fois 10 fois cosinus de 30 degrés. Fois cosinus de 30 degrés. Donc est égal à 2 fois racine de 3 sur 2. Donc je peux simplifier le 2 avec le 2. Donc est égal à racine de 3 newton, qui est à peu près égal à 1,7. Donc pour R, donc le R est égal, d'après, comme on a dit, d'après le théorème de Pythagore, voilà le R au carré, sera égal à Rn au carré, plus cette longueur au carré qui n'est que la valeur ou bien l'intensité de petite f. Voilà, donc le R au carré sera égal à Rn au carré plus f au carré. Donc cela implique que R sera égal à la racine carrée de Rn au carré plus petite f au carré, qui est égal à la racine carrée de Rn au carré, c'est-à-dire de 3, racine carrée de 3 au carré, plus le petit f au carré, qui est égal à 1, plus 1,
au carré. Donc, qui est égal à la racine de 3 plus 1, qui est à dire la racine de 4, donc est égal à 2 newtons. Donc, le R est égal à 2 newtons. On passera maintenant à l'autre question. Donc l'autre question, montrer que le travail de la force de frottement sur la partie BC est égal à cette expression. Donc montrons que, voilà, montrons que le travail de F, voilà, montrons que W de petit f pour aller de B à C est égal à moins petit f fois HG moins petit r sinus alpha 1 sur sinus alpha 2. Donc le point de départ sera la définition, est égal à la définition. Donc on sait que le W de F, qui est une force constante qui se déplace dans une trajectoire qui est rectiligne de B vers C, et sera égal au produit scalaire de F, scalaire BC. Donc, qui est égal, si j'effectue ce produit scalaire, je trouve qu'il est égal à la norme de F fois la norme de BC fois le cosinus qui existe entre le vecteur F et le vecteur BC. Donc, d'après le schéma, l'angle qui existe entre le vecteur petit f, comme vous voyez, voilà le sens de petit f, et le vecteur BC, c'est-à-dire ils sont opposés. Donc l'angle est égal à pi, donc est égal à cosinus de pi. Or le cosinus de pi est égal à moins 1, donc qui est égal à moins f fois BC. Maintenant je cherche l'expression de BC. Donc, d'après ce schéma qu'on a, voilà, je cherche, voilà, le BC. Donc, si je fais le cosinus de alpha 2, elle serait égale au côté opposé, qui est égal, plutôt, c'est pas le cosinus, je travaille avec le sinus. Donc voilà le sinus de alpha 2. Sinus alpha 2 est égal au côté opposé, qui est égal à H2 sur BC. Donc BC sera égal à H2 sur sinus alpha 2. Voilà, donc je peux remplacer BC par H2 sur sinus alpha 2. Donc est égal à moins petit f, sinus BC est égal à H2 sur sinus alpha 2. Une autre fois, d'après cette expression, voilà, BC est égal à H2 sur sinus alpha 2. Or, le H2, d'après les données, est égal à HG moins H1. Donc, je peux remplacer le H2 par HG moins H1. Donc, cela implique que le travail de F pour aller de B à C sera égal à moins petit f en facteur de HG moins
H1 sur sinus alpha 2. Maintenant, je cherche l'expression de H1 graphiquement. Donc, graphiquement, voilà le H1. Voilà le H1. Si je fais sinus de alpha 1, il sera égal au côté opposé, qui est H1, qui est égal à H1 sur l'hypoténuse qui est égal à petit r, qui est égal à petite r. Donc, je répète, c'est difficile d'écrire ici sur cette image sur petit r. Donc, le H1 est égal à R sinus alpha 1. Donc, H1 est égal à R sinus alpha 1, donc qui est égal à moins petit f en facteur de Hg. Le H1 est égal à R sinus alpha 1 sur sinus alpha 2. Voilà, donc on a démontré la relation demandée. Après, on passera calculer le travail de la force de frottement sur la partie BC. Donc, on calcule le travail sur la partie BC. Donc, le travail de petit f lorsque le point d'application de f se déplace de B vers C, qui est égal au produit scalaire de f, scalaire BC, qui est égal à la norme de f fois la norme de BC fois le cosinus qui existe entre B et C, c'est-à-dire cosinus de pi, qui est égal à moins f fois BC. Or, graphiquement, on a trouvé que BC est égal à H2 sur sinus alpha 2, qui est égal à moins f H2 sur sinus alpha 2. Or, H2 est égal à Hg moins H1 et les données. Donc, cela implique que le travail de F pour aller de B à C, est égal à moins petit f. Donc, je remplace le H2 par Hg moins H1 sur sinus alpha 2. Donc, je peux faire l'application numérique pour trouver la valeur du travail. Donc, le petit f est égal à moins 1. Le Hg est égal à 1,4 moins le H1 qui est égal à petit r sinus. Donc ici, il faut la remplacer. Voilà, je remplace, je donne en fonction des données tout d'abord. Donc, est égal à moins f en facteur de Hg moins H1. Or, on a trouvé que H1 est égal à R sinus alpha 1 sur sinus alpha 2. Donc, qui est égal, si je fais l'application numérique, donc application numérique, le travail de petit f pour aller de B à C sera égal à moins 1 en facteur de 1,4 moins petit r qui est égal à 0,5 sinus alpha 1, c'est-à-dire sinus de 45 degrés, sur sinus alpha 2 qui est égal sinus de 30 degrés. Donc en faisant l'application numérique, je trouve que le travail de f
lorsque son point d'application se déplace de B vers C est égal à moins 2,09 joules, qui est inférieur à 0, c'est-à-dire c'est un travail, toujours les travails des frottements, ce sont des travails résistants. Donc c'est un travail qui est résistant. Ok, donc d'après le calcul de ce travail, on passera à la question. Voilà, on passera à la question E. Déterminer la puissance du poids sur le trajet BC. Donc la puissance E, la puissance du poids sur le trajet BC. On sait que, d'après la définition toujours, on sait que la puissance est égale au travail du poids lorsqu'il se déplace de B vers C sur le delta T, c'est-à-dire sur la variation du temps delta T. Or, on sait que V, la vitesse, est égale à la distance parcourue qui est égale à BC sur delta T. Donc, cela implique que delta T est égal à BC sur V. Donc, je peux la remplacer ici. Donc, cela implique, voilà, que la puissance P qui est égale au travail de P, lors du déplacement de B vers C sur delta T, qui est égal au travail de P divisé par delta T, c'est-à-dire multiplié par V divisé par BC. Voilà, donc d'après cette expression, comme vous voyez, on a ici le moins F, et voilà la valeur de BC. Donc on a déjà calculé cette valeur, puisque le F est égal à moins 1, c'est-à-dire que cette valeur-là, qui est égale à BC, sera égale à 2,09. Donc je la remplace, donc est égale au travail de P, pour aller de B à C, fois la vitesse V, sur cette expression qui est égale à Hg moins R sinus alpha 1, c'est l'expression de BC, sur sinus alpha 2. Donc, application numérique, je trouve que la puissance P sera égale, le travail de P, on a déjà calculé le travail de P pour aller de B vers C. Donc, le travail de P pour aller de B vers C. Le travail de P pour aller de B, voilà, pour aller de B vers C. C'est pour aller de B vers C est égal à 1,38. Donc, est égal à 1,38 multiplié par la valeur de la vitesse. Bon, les données, on a la valeur de la vitesse est égale à 5 mètres par seconde, divisé par la valeur de BC, qui est égale à 2,09. Autrefois, cette expression est égale à la valeur de BC, qui est égale à 2,09. Donc, si je fais l'application numérique, on trouve cela implique que la puissance P est égale à 3,3 watts. Après, on passera à l'autre question, c'est la question petite f. La petite 3.
Donc, afin de maintenir la vitesse constante sur la piste CD, le mobile est soumis à l'action d'une force motrice Fm qui représente l'intensité 10% de son poids. Pour 3 petites a, calculer l'intensité de la force motrice, puis le travail de cette force sur la piste CD. CD est égal à 1. CD est égal à 1 mètre. Voilà donc la question, la partie 3, question A. Donc, dans cette question, on va calculons la force motrice. Donc, calculons la force motrice Fm. Or, on sait que Fm est égal à 10% du poids. Donc, Fm sera égal à 10 sur 100 du valeur du poids, c'est-à-dire est égal à 0,1 fois la valeur de mg, donc est égal à 0,1, la valeur de m est égal à 0,2, la valeur de g est égal à 10, donc est égal à 0,2 newton. Après, on va calculer le travail de cette force motrice. Donc, la force est une force motrice, c'est-à-dire une force qui va faire déplacer le mobile, c'est-à-dire l'expression de F, c'est une force motrice et sera parallèle à CD. Donc, le travail de Fm, le travail de la force Fm, donc W de Fm lorsque son point d'application se déplace de C vers D est égal au produit scalaire de Fm scalaire CD. Donc qui est égal à la norme de Fm fois la norme de CD fois le cosinus de l'angle qui existe entre le vecteur Fm et le vecteur CD. Or, l'angle qui existe entre les deux vecteurs est égal à 0, donc est égal à Fm fois CD. Donc, application numérique, le travail de Fm pour aller de C à D sera égal, Fm est égal à 0,2 et la distance CD, d'après les données, on a la valeur de CD est égale à 1 mètre. C'est-à-dire fois 1 fois le cosinus qui est égal à 1, c'est-à-dire est égal à 0,2 joules. On passe à la dernière question. Donc pour cette dernière question, en appliquant le principe d'inertie, calculer la tension, l'intensité de la force de frottement F1. Donc la force de frottement toujours elle s'oppose au mouvement. Ici on a l'expression de F1. On aura le poids P et on aura la réaction Rn. Donc, d'après le principe d'inertie, c'est-à-dire la somme des forces est égale à 0. Le corps se déplace à vitesse constante. Donc, d'après le principe d'inertie, c'est-à-dire on a ici le point C, ici le point D, voilà le mobile. Le mobile il est soumis à son poids P, il est soumis à la force motrice Fm, il est soumis à la force de frottement petite F1 et il est soumis à la réaction normale Rn. Voilà ici on aura R. Le R est égal à Rn plus petit f. Je prends cet axe, exprime, parce que je vais faire la projection sur cet axe. Donc d'après le principe d'inertie, on aura P plus F1 plus Rn plus Fm est égal à 0. Comme
ce qu'on a fait précédemment, je fais la projection selon l'axe OX'. Donc cette relation 1, projection de 1 sur OX'. Donc on aura Px plus F1x plus Rnx plus Fmx est égal à 0. Donc Px, c'est la projection de P sur cet axe. Donc comme vous voyez, P, elle est perpendiculaire à l'axe x'. Donc sa projection est égale à 0. F1 de x, comme vous voyez, le sens de F1, elle est opposée au sens de l'axe x'. Donc sa projection, c'est moins F1. La projection de Rn selon l'axe x', Rn elle est perpendiculaire à l'axe x', sa projection est égale à 0. La projection de Fm, Fm elle est portée par l'axe x' et elle a le même sens que l'axe x', c'est-à-dire plus Fm. Donc cela implique que F1 est égal à Fm. Or, on a trouvé que la valeur de Fm est égale à 0,2 Newton. Voilà, on arrête ici.